Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Fanny et Marie, cofondatrices de Prima. Bonjour à vous, Bonjour. comment ça va? Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Très bien, oui. Moi, je suis Marie Sauquel. Je suis médecin pathologiste et travaille chez Prima en tant que medical advisor, pour qui aussi je suis cofondatrice. Et moi, je suis Fanny Sauquel. J'ai le même nom de famille que Marie, ça tombe bien parce que je suis sa sœur. J'ai fondé Prima avec Marie. Je suis CEO chez Prima, donc ça veut dire que je suis directrice générale et présidente. Est-ce que vous pouvez vous raconter votre parcours? Parcours, je suis médecin, donc j'ai fait évidemment des études de médecine. J'ai fini les études de médecine à Paris, là où j'étais assistante hospitalo-universitaire dans les hôpitaux de Paris. Puis après avoir travaillé un petit peu dans le secteur libéral, dans ma spécialité. Alors pardon, j'ai oublié de préciser, je suis médecin mais spécialiste en anatomopathologie, donc c'est une spécialité, mais je crois qu'on va en parler par la suite. Et voilà, donc du coup, à la suite de ça, j'ai fondé la start-up avec Fanny et Stéphane. Et moi, de mon côté, j'ai un parcours beaucoup plus classique que celui de Marie. J'ai fait une école de commerce à Nantes. Et ensuite, j'ai passé 12 ans dans le conseil, le consulting, en management, en stratégie, etc. À ça, j'ai fondé Prima avec ma sœur Marie et notre cousin Stéphane. À quel moment vous avez flippé? Alors le grand moment pour nous, ça a été tout simplement lors d'une réunion de famille où on discutait en fait de sujets très intéressants, comme dans notre réunion de famille très souvent. Mais on discutait intelligence artificielle et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas beaucoup cette notion. On est en 2017. Quand on m'a expliqué et Fanny m'a expliqué ce qu'était que l'intelligence artificielle, moi, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que l'intelligence artificielle appliquée à l'analyse d'images, c'est exactement ce qui serait utile dans mon métier, dans ma spécialité. Ça pourrait vraiment rendre mon métier plus facile, plus agréable, et ça serait vraiment super de pouvoir faire ça. C'était à notre repas de famille, là, c'était en novembre 2017, avec Stéphane et Marie, et j'ai expliqué à Marie un petit peu ce que je faisais dans le cadre de mon métier, où je commençais à déployer des IA dans les services financiers. Stéphane, du coup, qui est notre cousin, est mathématicien et il travaillait sur des projets de recherche à Montréal en neurosciences. Et voilà, il s'est joint à la conversation, on a discuté tous les trois et puis on s'est chauffé un petit peu et on s'est dit peut-être qu'on pourrait tenter d'appliquer ça à la NAPAT. Il y a peut-être quelque chose à faire sur le sujet. Et voilà, très vite, ça a pris. Moi, j'ai quitté mon job. Stéphane est revenu en France. Marie a arrêté de travailler. Elle a arrêté de travailler dans les cabinets dans lesquels elle travaillait avant, et puis on s'est consacré à 100% à la start-up. Justement, vous le dites, vous avez entrepris en famille. C'est quoi les avantages? Et est-ce que avant de vous lancer, vous avez peut-être mis au point des règles pour pas faire exploser entre guillemets la famille? Les avantages, moi, pour moi, elles étaient évidentes parce que c'est sûr que avec Fanny, bon, qui est forcément ma sœur, je la connais extrêmement bien, mais aussi Stéphane. En fait, on a l'habitude de se voir, on se connaît depuis très longtemps, et en fait, on se fait entièrement confiance. On partait déjà avec un bagage on sait très bien qui on est et ce qu'on est capable de faire. Du coup, ça, c'est vraiment un avantage parce qu'on est vraiment soudés, quelles que soient les épreuves qu'on peut avoir, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et ça, c'est vrai que c'est partir avec un net avantage. D'ailleurs, je rajoute le fait que c'est vrai que de fonder en plus une entreprise à plusieurs, ça soulage beaucoup parce que c'est beaucoup de stress et on sait jamais ce que sera l'avenir. Et là, de le faire à trois et en plus en famille, vraiment, ça rassure et on sait qu'on peut avancer tranquillement. Les règles, en fait, c'est marrant, mais on n'a jamais vraiment fixé de règles. Donc c'est devenu vraiment tout de suite naturel. En fait, on savait très bien, comme on se connaissait déjà très bien, on savait très bien jusqu'où on pouvait aller. Et enfin, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que on a toujours accepté, par exemple, de pas toujours être tous les trois d'accord. Ça n'a jamais empiété sur la vie de famille, en tout cas. Moi, ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il n'y a pas de querelle d'ego. On est dans le même bateau et on sait qu'il y en a pas un qui va se barrer ou. Enfin, vraiment, on peut compter les uns sur les autres et je trouve ça chouette. Et peut-être la seule règle qu'on a fixée, c'est qu'on est tous les trois à parts égales. Ça, c'est important dès le départ. Il n'y a pas un d'entre nous qui avait un peu plus de pouvoir que l'autre. On est tous les trois à porter nos spécialités. Donc, côté Marie, elle apporte vraiment le côté médecin, produit, vision, etc.
Stéphane, c'est le faiseur, donc c'est le mathématicien, c'est lui qui développe la partie technique. Et moi, j'apporte tout le support derrière, la stratégie, la vente, la commercialisation. Donc du coup, on a chacun des parcelles sur lesquelles on est très bon. Et on est très à l'écoute les uns des autres. Quand on a été pitché dans notre projet, effectivement, il y avait parfois des regards un peu circonspects, mais je pense que là, ça fait maintenant presque 4 ans qu'on travaille sur le sujet. On n'a jamais eu un moment de bad et on a toujours été soudés encore une fois. Donc ça marche, c'est une formule qui marche bien. Très bien. Et justement, vous êtes à part égale, comment se font la prise de décision? Toujours la majorité qui l'emporte. Si on a, en général, souvent, ce qui se passe, c'est que soit on est tous les trois d'accord, ça c'est très simple. Mais si on a deux qui sont d'accord face à un troisième, en général, on décide que c'est les deux qui emportent la décision. Mais voilà, c'est rarement arrivé. J'ai l'impression qu'on arrive à se convaincre les uns les autres finalement. On arrive à se dire, ok, ça c'est la bonne décision. Ouais, je pense que ça a toujours été le cheminement qu'on a fait a toujours été relativement logique. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de gros éclats ou de grosses décisions à prendre, etc. Comme on était plutôt d'accord au départ sur la vision qu'on avait, sur ce qu'on voulait faire, sur les valeurs qu'on portait, et comme on les porte vraiment intrinsèquement vu qu'on a été élevé un peu dans les mêmes conditions, du coup il n'y a pas de c'est super smooth. Très bien. Justement, on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que Prima? Alors Prima, c'est une entreprise qui travaille à partir de données sur l'intelligence artificielle, qui développe des produits qui vont aider les médecins pathologistes pour travailler, notamment pour interpréter leur lame sur lequel ils travaillent. Alors peut-être que je peux préciser sur la question que tu vas me poser. Qu'est-ce qu'un médecin anatomopathologiste, le nom complet normalement c'est anatomopathologiste, on peut dire anapathe, donc désolé si des fois j'utilise anapathe ou des fois pathologiste, c'est la même chose. En fait, c'est une spécialité médicale qui consiste à analyser des prélèvements au microscope, mais ce n'est pas de la biologie, nous en fait on analyse tout ce qui est tissulaire, tout ce qui est solide. Donc par exemple, quand il y a une biopsie, une pièce opératoire, et ça c'est le service d'anatomopathologie qui prend en charge ça, parce que ça nécessite des connaissances sur la morphologie, sur l'aspect tissulaire des prélèvements. C'est vraiment une spécialité particulière sur ce secteur-là. Donc la particularité, je le dis aussi, c'est que l'essentiel de notre métier, enfin disons qu'une grosse partie de notre métier, c'est de faire du diagnostic de cancer, parce que on se retrouve forcément à analyser les prélèvements tissulaires et que dans un très large nombre de cas, c'est des lésions de cancer. Donc on est surspécialisé très souvent dans cette analyse de cancer où il faut faire des sous-types et essayer de comprendre qu'est-ce qui sera le mieux pour le patient comme traitement. On est vraiment là pour faire des diagnostics de précision. Voilà, on a un métier de diagnostic de précision sur les tissus. Peut-être préciser, parce que c'est vrai que dans les spécialités médicales, on connaît tous les chirurgiens, les radiologues, etc. Et quand ma sœur, qui a fait des études de médecine, m'a annoncé qu'elle voulait devenir anapathe, je suis restée comme, je pense, beaucoup d'entre nous, à pas comprendre ce que c'était. En fait, pour remettre un peu ça dans le parcours patient, les anapathes, en fait, ne voient jamais de patients. C'est aussi une des caractéristiques de ce métier. Et concrètement, quand on va détecter un cancer chez un patient, déjà il va passer chez son généraliste, il va voir qu'il y a effectivement une boule, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Ensuite, il va faire une radio, le radiologue va analyser la radio, va voir qu'il y a une masse, et il va dire potentiellement effectivement il y a une tumeur, mais une tumeur ça peut être malin ou bénin et on ne sait pas encore vraiment s'il y a nécessité de traiter, comment, chirurgie, immunothérapie, etc. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on va faire un prélèvement, une biopsie, donc ça se fait dans des cliniques ou dans des hôpitaux. C'est cette biopsie qui va être analysée par les médecins anapathes. Donc ils sont derrière leur microscope, ils regardent le prélèvement, et c'est eux qui vont dire, cette biopsie, elle est maligne ou elle est bénigne, parce que il y a des cellules qui ont tel noyau, parce que la morphologie, elle est comme ça, etc. Et donc c'est eux aussi qui vont préconiser le traitement pour le patient, en disant, pour ce patient-là, qui a une tumeur bénigne, ce sera juste une chirurgie. Pour celui-là qui a une tumeur maligne avec des métastases, ce sera chirurgie, plus immuno, plus d'autres choses derrière. Et voilà, c'est comme ça que se fait le choix du parcours thérapeutique du patient. Alors je précise quand même que on n'est pas seul à décider quand même la prise en charge du patient, ça se fait en réunion de concertation pluridisciplinaire. Mais c'est vrai que la base du compte rendu en anatomopathologie va souvent être décisif dans le choix du traitement. Et c'est pas nous qui allons décider. Donc en tant que patient, on ne voit jamais les médecins anapathes, mais ils sont derrière dans l'ombre à regarder ce qu'on a en fait, et c'est eux qui font une partie de la décision. Du coup, vous accompagnez les médecins anapathes, c'est ça, avec Prima? Chez Prima, nous ce qu'on fait, c'est qu'on développe des outils pour aider les médecins anapathes dans le diagnostic.
Et ces outils, on les construit à base d'IA. C'est-à-dire que le médecin napath, il est derrière son microscope et il regarde des lames et il fait son diagnostic à partir de ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris beaucoup de lames, on les a données à une intelligence artificielle et maintenant, notre IA, nos algorithmes sont capables de reconnaître sur des lames numérisées des patterns qui font que, ils peuvent dire il y a potentiellement une tumeur, elle est ici, parce qu'il y a les noyaux de cellules qui sont comme ça, etc. Et donc, on met ça entre les mains des médecins napathes. Comme ça, ils sont capables, de façon plus rapide, de reconnaître des tumeurs sur des lames. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que ça s'adresse donc du coup aux médecins pathologistes, qui effectivement, c'est directement chez eux que va servir la solution. Et je précise pour bien expliquer par rapport au métier que pour nous, c'est très important d'avoir des solutions comme ça, parce que jusqu'à maintenant, le métier fait que on travaillait beaucoup en microscope optique, comme on peut voir à la télé quand on voit, je sais pas, des biologistes avec un microscope. Nous, en anatomopathologie, c'est pareil. On a notre microscope optique, des lames en verre qu'on regarde les unes après les autres, et on n'a aucune aide, alors qu'on prend une décision hyper importante pour nos patients. Et très souvent, on est seul en plus à prendre la décision. C'est dans quelques cas, on fait de la seconde lecture, dans des cas très complexes où on a besoin d'aide, mais sinon, on est très souvent tout seul à prendre la décision. Et pour le moment, on n'a pas de solution d'aide. Donc, le fait d'arriver, donc déjà de passer au numérique, là, c'est la première bouleversement de mon métier, c'est que maintenant, les lames, on peut les regarder sur ordinateur et c'est beaucoup plus confortable. Mais en plus, maintenant, avec l'arrivée des solutions d'intelligence artificielle comme ceux de Prima, ça permet de rendre le métier déjà plus confortable avec un filet de sécurité pour aider les pathologistes à bien travailler dans de meilleures conditions. Très bien. Est-ce que vous auriez un exemple justement pour illustrer? Pour expliquer bien à comment fonctionnent nos algorithmes, en fait, là, c'est pour bien expliquer, par exemple, Cléo, qui est notre première solution. En fait, un médecin anatomopathologiste va avoir des lames concernant des pièces opératoires, par exemple, de sein. Donc, c'est là-dessus que fonctionne Cléo. Donc, pour les lésions du sein, il va falloir, sur les lames, en tant que médecin, si moi je travaillais par exemple sur les lames, il faut que je regarde toutes les lames du patient. Donc, il y en a entre 2, 3, ça peut aller jusqu'à 40, 50 lames pour les grosses pièces opératoires. Il faut que je regarde toutes les lames et que sur toutes les lames, je sois en capacité de dire s'il y a un cancer et si j'arrive à bien le trouver et que je le mesure, que j'essaie d'avoir des facteurs pronostiques. Donc, ça nécessite de faire des classifications, des comptages. Je dois compter les mitoses sur des champs de 2 mm². Après, je dois chercher des emboles et c'est extrêmement délicat sur des lames de sein. C'est vraiment quelque chose qui nécessite d'aller tout regarder au très fort grossissement sur toutes les lames et les métastases ganglionnaires. Donc globalement, sur un cas, je peux passer facilement 1 heure. Alors que voilà, grâce à des solutions d'intelligence artificielle, quand je regarde les lames numérisées, en fait, je vois tout de suite où est le cancer. C'est à son tour. D'ailleurs, il m'indique sur toutes les lames où est le cancer. Et après, il compte automatiquement les mitoses, donc ça nous permet d'identifier tout de suite où sont les mitoses et combien il y en a. Donc le comptage est déjà fait, les emboles sont déjà détectés, les calcifications, les métastases ganglionnaires. Donc en fait, tout est déjà détecté. J'ai plus qu'à contrôler si oui ou non il s'agit bien, parce que je précise, et c'est très important, que c'est toujours le médecin qui donne le diagnostic, c'est pas des solutions d'intelligence artificielle. Donc je contrôle en tant que médecin si le diagnostic est bon, et après, j'ai plus qu'à valider le compte-rendu, et c'est parti. Il y a un taux d'erreur ou pas? Le taux d'erreur pour les solutions d'intelligence artificielle existe, il est très faible. Les solutions, elles ont des accuracies, donc une précision proche de 99%, quasiment très très proche de 100%. Par contre, c'est vrai que il est possible, par exemple, que des lésions qui soient difficiles à diagnostiquer pour un médecin, qui soient un peu entre bénin et malin, comme ça peut arriver dans ma spécialité, la solution d'intelligence artificielle va au moins la remarquer et l'entourer. Donc, il faut quand même que le médecin contrôle pour qu'il puisse donner sa décision finale, dire si ça, il le met vraiment dans bénin ou ça, il est vraiment dans malin. Parce que si les médecins doutent, en fait, la solution d'intelligence artificielle peut aussi avoir un doute et mettre un doute. Donc, il faut quand même que le médecin contrôle. En gros, l'intelligence artificielle, ça vient aider pour diagnostiquer plus rapidement. Exactement. Elle peut aussi augmenter la fiabilité des réponses. Qu'il faut mentionner aussi, c'est que dans ma spécialité, il y a une légère variété inter-observateur et intra-observateur. C'est-à-dire que les médecins entre eux, quand ils regardent la même lame et qu'ils se la passent, ils mettent pas toujours le même diagnostic. Et de même, un médecin qui regarde plusieurs fois la même lame ne met pas toujours le même diagnostic. Donc le fait d'avoir des solutions de reconnaissance et d'aide au diagnostic, ça permet aussi de diminuer la variabilité, de vérifier que tous les médecins disent la même chose, parce que c'est quand même important que le patient, lui, pour le coup, soit toujours traité de la même façon.
Et donc du coup, ça permet d'améliorer les résultats des pathologistes et en même temps, évidemment, et ça c'est très important, on essaie de leur faire gagner du temps, effectivement. Et justement, qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle à la NAPAT? On a besoin des solutions d'aide au diagnostic sur nos ordinateurs pour plus être seul à prendre la décision, au moins pour remarquer les cas difficiles, ne serait-ce que ça, pour améliorer aussi le temps de prise en charge des patients, parce qu'il y a des techniques qu'on doit en demander dans nos services qui prennent du temps, donc plus on les demande tôt et plus on fait gagner du temps aux patients. Il faut bien comprendre que globalement, on a des limites pour répondre à nos comptes rendus, mais qu'on met au moins 2-3 jours pour répondre à une biopsie. Ça peut aller sur au moins une semaine, voire même 2 semaines dans certains secteurs. Et pour une pièce opératoire, 3 semaines. Et franchement, ce délai, ça nous arrive de le dépasser. C'est-à-dire que c'est quand même des temps longs. Et si on peut gagner du temps là-dessus, c'est du temps d'attente de moins aussi pour le patient. Et puis surtout pour sa prise en charge, parce que c'est des maladies pour lesquelles il faut réagir vite quand même. Donc, plus le service d'Anapat arrive à être concis, à répondre rapidement à ses comptes rendus, et plus toute la chaîne de prise en charge du cancer et des autres maladies, il n'y a pas que le cancer quand même, mais plus la prise en charge du cancer est efficace et rapide. Comment se place justement la France dans cet écosystème par rapport à d'autres pays sur l'intelligence artificielle en médecine? Ça, c'est une super bonne question. Il y a des trucs très bien en France et il y a des trucs un peu moins bien. On a un système éducatif top et on a des chercheurs en mathématiques qui sont incroyables. Et en particulier Yann Lequin qui est un des pères de l'IA. Et du coup, dans notre startup, on a vraiment des putains de pointures. Ils sont super forts. Notre cousin en particulier, est super fort aussi. Donc ça, c'est vraiment une des particularités françaises. On a des vraies têtes super puissants. La deuxième chose qui est bien en France aussi, et on remercie aussi beaucoup la BPI pour ça, c'est l'argent. Il y a toute une communauté déjà d'angels, etc., qui peuvent investir dans des startups et qui ont investi dans les nôtres. Et il y a surtout la BPI qui a ses côtés positifs et ses côtés un petit peu négatifs aussi, parce que parfois elle subventionne des startups qui battent un peu de l'aile, etc. Donc, mais elle est aussi là pour aider à propulser des idées, des projets innovants, et nous-mêmes on en a profité et on en profite encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment génial et c'est un écosystème unique par rapport à tous les autres pays où il y a pas ça. Donc il y a moins de startups qui voient le jour, il y a moins d'idées innovantes. Voilà, de ce point de vue-là, on a vraiment de la chance d'être en France aujourd'hui. Les côtés un peu plus négatifs, et là je parle pour la médecine en particulier, c'est l'accès aux data. Je pense qu'on va en reparler un petit peu par la suite, mais c'est compliqué aujourd'hui en France d'avoir accès à des données de santé. On est encore en train de se chercher là-dessus, de chercher un modèle pour que y ait à la fois des initiatives qui voient le jour, pour que on puisse s'entraîner sur les données, pour qu'on puisse sortir des solutions d'IA. Et en même temps, il y a beaucoup de frilosité justement à laisser accès à ces données, parce que on ne sait pas ce qui va être fait derrière, on ne sait pas comment elles vont être utilisées. Depuis quelques années, on a pris conscience que ça avait vraiment de la valeur. Et donc tous les acteurs qui sont un petit peu sur le chemin de j'ai ces data en possession, essayer d'en tirer le maximum de valeur possible. Ça donne lieu parfois à des échanges qui sont difficiles entre les startups qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des délais qui sont pas ceux des grandes structures, des hôpitaux, etc. Passe, je pense, à côté de beaucoup d'opportunités comme ça aussi, en rendant ces accès difficiles. Donc par contre, voilà, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont en cours. Il y a des entrepôts de données de santé, il y a l'EDS auprès de la PHP, il y a le Health Data Hub aussi, etc. Donc tout ça, c'est en train d'être posé sur le papier. Il y a des concertations avec les startups, avec les grands acteurs de la santé. Et j'espère que dans les prochaines années, ça rendra les accès peut-être plus faciles et plus régulés aussi pour des acteurs comme nous, et aussi pour les grands industriels qui ont besoin de ces données aussi pour progresser. Je précise juste deux petites choses. C'est vrai que nous, la particularité, c'est que nos données, ce qui nous sont essentielles pour notre startup, c'est des lames virtuelles, et que c'est des données très très rares en fait, qui n'apparaissent pour le moment pas dans le Health Data Hub ni dans les entrepôts de données de santé, parce que c'est très compliqué. Une lame virtuelle, c'est 1 gigaoctet de données. C'est 10 fois un IRM, et en fait, pour un patient, il en faut 10, 20, 30 lames. Donc en fait, des quantités d'informations extrêmement importantes, et les entrepôts ne sont pas en capacité de les stocker pour le moment. C'est vrai que c'est des données rares, et pourtant elles sont essentielles, elles sont hyper précieuses, et elles manquent d'ailleurs, honnêtement, elles manquent énormément dans ces bases de données, parce que on a la radio, on commence à avoir une partie de la radio, on a tous les renseignements cliniques, mais
on n'a pas ces fameuses lames d'Anapat. Donc, il est temps que ces entrepôts et tout ça constituent cette base de données de lames virtuelles et effectivement puissent donner aussi un peu plus de vie à ces données pour que les startups puissent travailler dans de bonnes conditions, enfin, pour pouvoir développer des solutions pour que ça soit utile pour tout le monde. La deuxième chose que je voulais préciser, juste par rapport à la réponse de Fanny, c'est que on a aussi la chance, et ça, il faut pas l'oublier, on a un système de santé extrêmement efficace en France. On a des médecins qui sont très très bien formés, très compétents. Je dis pas ça parce que j'étais formée moi aussi, mais vraiment globalement au niveau international, on est très actif. On a un système de santé qui permet de constituer des bases de données vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et la communauté médicale est très active. Pour les conférences internationales, on les voit, ils sont là, ils publient. Donc voilà, il y a des belles compétences médicales. Donc c'est important qu'il y ait des startups aussi dans le domaine médical en France. Justement, vous parliez de données. À quel Alors normalement, les données appartiennent au patient légalement. C'est le patient qui donne son autorisation pour utiliser ces données. Et normalement, vous verrez si vous allez à l'hôpital ou l'hôpital est un peu plus organisé, mais c'est vrai qu'on a aussi peut-être ça en ville. Si les données sont utilisées à des fins de recherche ou à des fins pour développer des solutions d'intelligence artificielle, on doit vous demander votre accord. Donc il doit y avoir un document écrit dans lequel vous mettez votre accord. Ou si elles sont réutilisées ultérieurement, ce qui peut arriver aussi, on vous envoie une lettre pour vous dire que les données sont utilisées. Nous, chez Prima, on respecte cette réglementation et toutes les données qu'on a chez Prima sont des données complètement anonymisées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir au patient derrière, on a cassé le code qui permet de revenir derrière à une identité patient. Donc ce qu'on traite chez Prima, c'est uniquement des images et on fait travailler nos algorithmes sur ces images. Tu dis que vous avez cassé pour... C'est-à-dire au moment où on a acquis les bases de données, on a... sur les lames, par exemple, il y a des numéros et grâce à ces numéros, on pourrait revenir à un dossier patient pour avoir l'identité du patient. Et nous, aujourd'hui, chez Prima, les données sur lesquelles on travaille n'ont plus ce numéro-là. On les a renumérotées derrière, donc on peut plus revenir derrière à la source. Est-ce qu'il y a encore des réfractaires justement à l'utilisation de nouvelles technologies ou d'intelligence artificielle parmi les médecins ou parmi les anapathes? Évidemment, c'est comme la vie courante, c'est-à-dire si vous avez des nouvelles technologies, évidemment, par exemple, ceux qui sont les plus anciennes générations d'anapathes sont un peu moins actifs pour passer aux nouvelles technologies. Je dis ça de façon très générale, ce qu'on voit pas du tout en vérité. Enfin, il y a vraiment de tout, hein, même des anapathes plutôt en fin de carrière qui ont très très envie de voir des solutions d'intelligence artificielle. Donc on voit de tout, mais globalement, ceux qui ont passé toute leur carrière à utiliser un microscope optique, par exemple, voient arriver un ordinateur avec un peu plus d'inquiétude. Après, de façon générale, l'arrivée de l'intelligence artificielle en anapath, comme en médecine en général, c'est pas gagné d'avance. Je pense que tout le monde a bien compris en médecine que ça va pas remplacer le médecin. Mais par contre, les médecins attendent d'avoir confiance, en fait, dans les solutions d'intelligence artificielle. Parce que ils vont déléguer, enfin, il y avait une partie du diagnostic qui va être aidée grâce aux solutions d'intelligence artificielle. Et pour que ça fonctionne bien, pour que cette aide au diagnostic fonctionne bien, il faut vraiment qu'il ait confiance. Et ça, c'est tout l'objet de notre travail, en fait. C'est qu'il faut montrer que ces solutions sont performantes, qu'ils les aident vraiment, qu'ils les induisent pas en erreur. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des études cliniques pour bien leur montrer à quel point ces solutions d'intelligence artificielle sont efficaces. Ça, c'est en anatomopathologie comme dans toutes les autres spécialités. C'est très important de montrer les performances et l'efficacité de ces solutions. Comment justement on va réguler cette intelligence artificielle? Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui en France et dans le monde en général sur la régulation. À mon sens, il y a deux grosses questions. Il y a la question de la responsabilité et la question des données. Donc sur les données, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On l'évoquait, il y a des problématiques où les données sont utilisées à des fins qui sont pas forcément les bonnes. On dévoie un petit peu l'utilisation de ces datas. Si voilà, je suis mal intentionnée et que j'ai accès à ces données, je peux avoir accès à des informations concernant une personne, je peux savoir son état de santé, et donc du coup, je sais pas, par exemple, pour tout ce qui est crédit, assurance, ça peut être extrêmement néfaste. Et puis on peut arriver à des politiques complètement extrêmes, des scénarios dystopiques à Bienvenue à Gattaca, voilà, ce genre de choses, l'eugénisme, enfin ça peut être assez délirant, donc il faut être très précautionneux, je pense, dans l'utilisation des données, de ce qu'on en fait.
de qui en a accès, et puis voilà. Par contre, j'insiste aussi sur ce point. C'est aujourd'hui indispensable quand même d'avoir des bases de données qui se constituent, qui existent, parce que pour moi, c'est vraiment le futur de la médecine, et c'est ce qui va permettre derrière la médecine prédictive, la médecine de précision. Ça va complètement bouleverser la médecine. Et le deuxième sujet, pour moi, qui est important en termes de régulation, ça va être la responsabilité. Marie disait tout à l'heure, voilà, l'IA aujourd'hui, c'est 99 ou 99,99 ou 99,9999, mais il restera toujours un cas ou deux cas ou trois cas qui vont poser problème, pour lesquels on aura fait un mauvais diagnostic. C'est le cas, par exemple, aussi des voitures autonomes. Ça marche très bien dans 99,99% des cas. C'est sans doute même mieux qu'un conducteur, voilà, et ça va provoquer moins d'accidents. N'empêche qu'un jour, il y aura un accident. Parce que, voilà, on peut pas entraîner l'algorithme sur tous les cas, et notamment sur les cas rares. Quand il y aura une erreur de diagnostic, qui sera responsable? Est-ce que ce sera le médecin? Est-ce que ce sera le constructeur? Est-ce que ce sera l'industriel qui a vendu ses data? Enfin, voilà, c'est ça aussi auquel il faut réfléchir en amont, avant que ça n'arrive. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? Donc, on n'en est pas encore là maintenant. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup sur des solutions d'aide au diagnostic. On n'a pas encore remplacé le médecin vraiment sur des sujets, mais ça va arriver, je pense, dans les années à venir, et il faut s'y préparer à ces questions-là. Justement, tu me disais que on n'en est pas arrivé là, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est des questions qui sont traitées par soit le gouvernement, soit par l'Union européenne, soit par quelqu'un, pour savoir à qui revient cette responsabilité? Oui, il y a beaucoup de débats en ce moment. Alors, je sais pas exactement s'il y a de la jurisprudence sur le sujet, ou s'il y a déjà des décisions qui ont été prises. Mais voilà, c'est des débats qui sont vraiment au cœur de l'actualité en ce moment. Tu vas ajouter quelque chose? C'est vrai que c'est des choses qui sont en discussion, parce que il y a clairement une évolution dans la médecine, par exemple, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Il y avait des solutions, on avait des dispositifs médicaux, qu'on utilisait, mais là, quand on arrive avec des solutions d'intelligence artificielle, se pose quand même une nouvelle question effectivement de la responsabilité. Donc, Alors, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, quand on se dit les diagnostics vont être remplacés, va y avoir des machines et tout, mais il faut se rendre compte aujourd'hui que toutes les études le prouvent. Le médecin augmenté avec de l'IA est meilleur qu'un médecin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des erreurs de diagnostic qu'on suppute ou qu'on sait. Il y a eu des études publiées sur le sujet, mais aujourd'hui, avec l'IA, il est simplement meilleur. Et comme il est meilleur, il faut utiliser ces technologies. Ça va dans le bon sens, c'est bien pour le patient, c'est bien pour le système de santé en général, parce que les diagnostics sont plus précis, les traitements sont mieux. Donc il faut aller dans ce sens, c'est vraiment l'évolution, c'est le futur de la médecine. Donc il faut qu'on le fasse, mais il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on le fait, il faut le faire bien. Très bien. Un point à ajouter sur les dernières évolutions? Peut-être sur les évolutions, il y a peut-être un petit sujet dont on n'a pas parlé, c'est le prédictif. Ça, c'est super important aussi. C'est pour ça, en fait, que c'est important de récolter beaucoup de données. Plus on récolte des données, alors des radios, des lames, des comptes rendus cliniques, etc., et plus ces données sont sur plusieurs années, plus on pourra développer des algorithmes prédictifs. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Ça veut dire que à partir d'une situation donnée, on pourra prédire l'évolution d'une maladie. Et ça, c'est vraiment génial, parce que derrière, on va pouvoir traiter le plus tôt possible des complications. Et plus on prend en charge tôt les maladies, les cancers, etc., plus le taux de résorption sera augmenté. Donc ça, c'est vraiment canon. Et c'est pour ça que c'est important de travailler aujourd'hui dans ce sens. Et la deuxième chose qu'on va pouvoir aussi mettre en place, c'est la médecine de précision. En ayant des données les plus précises possibles sur les profils pharmacogénomiques des patients, derrière, on va pouvoir donner un traitement qui sera exactement adapté aux patients. Et ça, c'est vachement bien aussi, parce qu'on aura, on aura les bonnes doses, on aura les bons traitements, et derrière, le traitement sera plus efficace, coûtera moins cher à la collectivité. Donc voilà, tout ça, c'est des progrès, ça va avoir lieu dans les prochaines années. Et nous, on est super fiers de mettre notre petite pierre à l'édifice et de contribuer à ce mouvement. Très bien. Avant de se quitter, dites-moi, le prochain grand flip, c'est pour quand? Oh, je crois que c'est pour la fin de l'année, peut-être. C'est la fin de l'année. Donc, du coup, on est une start-up, et pour développer nos solutions, on a besoin de fonds, parce que c'est des solutions qui prennent du temps à être développées. Et on est aujourd'hui une quinzaine à travailler sur notre première solution dédiée au cancer du sein.
qui est en passe d'être terminé, en passe d'être marqué. Donc, il y a toute la partie régulation qui est en train d'être terminée. Et derrière, on a beaucoup d'autres pathologies à adresser, beaucoup d'autres organes et beaucoup d'idées à développer, à mettre en œuvre. Et pour ça, nous, on lance une levée de fonds là en fin d'année. Donc, notre prochain grand flip, c'est ça, c'est réussir cette levée de fonds. On touche du bois pour vous. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip. Merci Serge. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?